Chers amis, bonsoir. Je suis heureux d'accueillir Dominique de Cherff parmi nous. C'est pas sa première conférence, loin de là. Vous savez que Dominique publie régulièrement des articles dans Royaliste, et ceci depuis fort longtemps. Dominique est diplomate. Il a été notamment consul à Chicago. Il connaît bien, il a fait des études à Harvard également, dont il nous parlera peut-être tout à l'heure. Donc Dominique est quelqu'un qui connaît bien les États-Unis, qui suit la politique des États-Unis depuis de très très nombreuses années. C'est pour ça que je lui ai demandé de nous parler de Donald Trump, de sa politique et de ce qu'on peut envisager pour l'avenir des États-Unis. Dominique, merci d'être là. Tu as la parole. Merci Bertrand. C'est vrai que mon histoire avec les États-Unis est une vieille histoire, puisque mon premier souvenir est d'avoir punaisé sur le mur de la cuisine chez mes parents les résultats de l'élection présidentielle entre Kennedy et Nixon en 1960. En novembre 1960, donc j'avais juste 12 ans. et, et ensuite, je n'ai, je pense, raté aucune élection présidentielle américaine qui m'a toujours passionné. J'ai eu ensuite la chance euh, de suivre le séminaire de André Mathieu à la Sorbonne, au Panthéon, dans mes études de droit, et sur la Constitution américaine. C'était passionnant, ça m'a toujours passionné parce que c'était en fait un commentaire du Fédéraliste. C'est donc un organe qui a été fait par les constitutionnalistes américains au moment de la préparation, de la confection de la Constitution américaine, entre donc la Déclaration d'indépendance et la Constitution, puisqu'il s'est quand même passé une dizaine d'années entre deux. Bon, alors, ensuite, j'ai eu la chance, en effet, de pouvoir suivre ce stage, cette année, année sabbatique à l'université de Harvard, qui était donc je ne sais pas si ça existe toujours d'ailleurs, parce que ça coûtait très cher au ministère des Affaires étrangères d'avoir un diplomate qui fait rien pendant un an et qui est une scolarité, enfin une scolarité, c'était pas une scolarité, c'était un groupe de recherche. On a le statut de fellow, donc dans l'université française, c'est assistant ou de recherche, quelque chose comme ça. Ça, c'était heureusement, c'était en 2000, donc c'est là que j'ai vécu donc les attentats, la destruction des tours, etc. Bon, donc enfin, et la guerre en Irak ensuite, dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que c'était quand même un moment, un tournant. J'ai vécu des années entre 2000 donc, et 2004, donc d'abord à Harvard et ensuite à Chicago, qui ont beaucoup marqué dans l'histoire et la politique récente des États-Unis. On y reviendra. Bon, je ne suis, bon, oui, tout le monde me connaît, j'allais dire, je ne suis Gérard Haro, c'est pas moi. Je ne suis pas Gérard Haro. Qui donc, mais je connais d'entrée de jeu à lui rendre hommage parce que c'est le seul sur les chaînes en continu, comme on dit, à essayer de mettre un peu de raison dans les débats et pour expliquer à tous ces intervieweurs axés sur l'actualité immédiate, de prendre un peu de recul, et notamment sur Donald Trump, parce que je pense qu'il est le seul sur ces chaînes en continu à avoir un regard distancié, je veux dire, avec Trump, et ce en quoi je m'inscris aussi. Et nous sommes bien de plus en plus seuls. Bon.
je, je voulais centrer surtout ce petit exposé sur une réflexion que je viens de découvrir de la part de John Bolton, qui était le conseiller, tu sais, le moustachu, là, avec les bonnes Jean-Frédéric, les mêmes moustaches, là, qui était donc le conseiller spécial, il a été pendant un petit peu, un an lors du premier mandat, et qui s'est évidemment, mais qui était joué à contre-courant, parce que c'est le représentant, c'était toujours le représentant de ce qu'on appelait les néoconservateurs. Les néoconservateurs, c'est-à-dire les républicains et certains démocrates, interventionnistes. D'habitude, les républicains sont moins interventionnistes que les démocrates. Les démocrates sont toujours interventionnistes. Ils ont toujours fait des guerres, commencé par la guerre du Vietnam avec Kennedy, déjà dès Kennedy, hein, dont on parlait tout à l'heure. Donc, parmi les républicains, il y a la droite américaine, disons en général, ou les milieux conservateurs, il y a eu un courant qui s'appelle les néoconservateurs. Du temps, et qui ont dominé, sont arrivés au pouvoir avec George Bush, justement, quand je vous parlais, là, qui est arrivé fils, qui est George W. Bush, comme on dit, qui est donc arrivé, qui a donc gagné l'élection en 2000. Et donc, Bolton est le représentant de cette tendance. Et donc, il vient de faire un podcast, comme on dit, où il essaye de montrer que, ça s'appelle en américain, Peak Trump, P-E-A-K, hein, Peak. Ça veut dire que Trump a atteint un sommet et que maintenant il ne peut plus que dégringoler. Et par contre, ce qu'il essaie de montrer là, c'est que ce ne sera pas, par contre, la fin de l'Amérique. Ce ne sera pas peak America, que l'Amérique va se relever de cette période qu'il considère comme une parenthèse de la présidence Trump. Donc, mon propos, ça va être surtout de déjà nous projeter, le passé tout le monde connaît, ce que fait Trump et tout ça tout le monde connaît, de l'héritage de Trump. Qu'est-ce qui va rester de Trump? Bon, Trump, ça vient, on a dit, en 1 du deuxième mandat. Il vient bien sûr, le premier mandat, c'est seulement ouvert le 20 janvier, hein, comme vous savez, c'est le 20 janvier, donc ça fait le 20 janvier de cette année, en fait. On va... 20 janvier 2026, mais enfin, on peut considérer que, donc déjà, là, il a fait 1 an de mandat. Normalement, il en reste 4. Oui, il en a 3, il en a 4 à faire, il en reste 3. Mais, pour rester dans un plan, sur l'héritage, donc, je pense que ça va dépendre d'abord de ce qu'il va faire encore d'ici 2028, dans ces 3 ans qui lui restent. Ça va dépendre de sa succession, et ça va dépendre de comment ça va finir, de la fin, de mes 3 points, de la première partie, pour ceux qui prennent des notes. Qu'est-ce qui sera possible encore de faire d'ici 2020 ? C'est ça que Bolton dit, en fait, c'est un homme fini. Pourquoi ? Parce que, déjà, 2026, il y a donc les élections de mi-mandat. Vous voyez que d'ailleurs, tout le monde parle déjà de toutes les élections de mi-mandat, comme s'il va y avoir un grand renversement, et que donc, comme Trump n'aura plus le contrôle du Congrès, le Congrès va faire comme pour le premier mandat. Il ne faut pas oublier que dans le premier mandat, il y a eu 2 tentatives d'impeachment. 2 fois, le Congrès a essayé de le mettre en accusation et de le virer, comme lui-même dit. Alors, d'autre part, Trump ne peut pas
briguer, normalement, un mandat supplémentaire. Donc, même s'il remporte les midterms, tout le monde sait que le président qui ne peut plus en surprendre, c'est ce qu'on appelle en anglais un lame duck, hein, un canard boiteux, voilà, merci de la traduction, voilà. Donc, ça va mettre aussi un point d'interrogation sur son action. Et surtout, bon, M. Trump, en 2028, je crois qu'il aura 80, il aura passé les 80, il aura l'âge qu'avait Biden, dont on a tellement parlé. J'ai vu ce matin, donc dans le New York Times d'hier, un article assez documenté pour dire que bon, il commence à se fatiguer, qu'il a des journées de travail de plus en plus courtes, il part de plus en plus longtemps jouer au golf en Floride, et chez lui, et il fatigue plus vite. Bon. Ce qui n'est pas étonnant, parce que le rythme, si on a vu le rythme auquel il a travaillé depuis 1 an, je veux dire, tout le monde, on serait pire que lui à ce rythme, hein, de traiter tous les sujets de front en même temps, c'est bon. Moi, ça m'a toujours impressionné, sa capacité de travail, et surtout, non seulement sa capacité de travail, mais le fait que, contrairement au premier mandat, il s'est entouré d'une équipe qui le suit, on va dire qui le suit, qui est en phase avec lui. Alors que ce n'était pas du tout le cas au premier mandat, parce que le premier mandat, il ne connaissait personne. Lui, il vient pas du tout du monde politique, ni fonctionnaire, etc. Donc, tout son entourage n'a pas arrêté de changer, notamment le fameux M. Bolton. Bon. Bon. Alors, cette fois-ci, c'est tout à fait différent. Il a un entourage assez cohérent. Bon. Donc, ça, on ne sait pas donc encore qu'est-ce qu'il va pouvoir faire. C'est un peu, du coup, une sorte de course contre la montre. Hein, ça me fait penser un peu à ce qu'écrivait Arnaud Tessier de De Gaulle. Vous savez, c'est la grandeur et l'angoisse, c'est ça, ou l'angoisse et la grandeur. Alors là, c'est le côté angoisse, parce qu'en fait, il a bien montré, et ce qui, à mon avis, je crois très juste, c'est que dès 1958, De Gaulle était hanté par sa mort, par sa propre disparition, et qu'il n'allait pas peut-être avoir le temps. Bon, il avait déjà 68 ans, 67 ans, quand il est en 58, mais, oui, presque 68 ans, il était vraiment obsédé par le fait qu'il lui restait peu de temps pour agir. Et que donc, il a dû lancer, et surtout au moment des présidentielles de 65, lancer tout de suite des initiatives très importantes, comme la sortie de l'OTAN, etc. Bon, parce qu'il savait que peut-être dans 6 mois, dans 1 an, il va. Je pense que c'est le même réflexe, toute proportion gardée, bien sûr, je ne compare pas du tout Trump à De Gaulle, ou De Gaulle à Trump, mais c'est cette idée qu'à partir d'un certain âge, et une certaine... parce que le fait quand même de la politique de Trump, c'est que c'est quand même une révolution. C'est le fait d'inverser une révolution culturelle, j'entends, surtout d'abord culturelle, c'est-à-dire d'inverser les modes de pensée. Le mode de penser le monde, le mode de penser comment je vais dire, la politique, hein, la politique, la société, etc. C'est un retournement par rapport à ce qu'on enseigne justement dans les universités américaines jusqu'à présent, ce qu'on avait dans la justice, dans le monde judiciaire, ce qu'on avait même dans le monde, je reviendrai plus tard, dans le monde religieux, etc. C'est un basculement, hein, je me passe mot en fait, mais un retournement de l'idéologie dominante passée. Hein. Bon, on dit woke, enfin tout ça. Bon. Mais pour faire court, donc quand on s'engage, et ce qui était le cas aussi sur De Gaulle en 58, on s'engage dans disons une inversion un peu du cours historique, bon, ça se fait. Et si on n'a que 1 an ou 2 pour tout changer, alors d'où le problème de la succession. Parce qu'évidemment,
On a connu les débats dans les dernières années sur l'après-gaullisme. Est-ce qu'il pouvait y avoir un gaullisme sans De Gaulle? Est-ce qu'il peut y avoir un trumpisme sans Trump, hein? Est-ce qu'il peut y avoir un après-trumpisme qui soit toujours un Trump? Alors ça, évidemment, ça dépend. Donc, en effet, bon, là, on peut, pour l'instant, on a un certain nombre de gens autour de lui, comme je le disais tout à l'heure, qui sont dans sa mouvance, en fait, intellectuelle, ou qui comprennent ou qui le suivent, bon, et qui pourraient le continuer. On a d'abord, bien sûr, le vice-président, hein, qui est la première personne à laquelle on pense, parce que on dit 3 ans, mais ça peut être moins de 3 ans. Hein, peut-être que, bon, il y a plusieurs présidents qui n'ont jamais terminé leur mandat. Bon. Donc, à ce moment-là, c'est J.D. Vance qui est... et on sait bien que J.D. Vance, bien sûr, c'est... Alors, lui, au contraire, ce n'est pas du tout un néoconservateur. Il est plus proche de l'isolationniste. Et c'est quelqu'un, vraiment, quand on dit Make America Great Again, lui, en effet, il a toujours pris des positions très, très hostiles à toute intervention extérieure, à toute même aide à l'Ukraine, etc. Bon. Et c'est quelqu'un qui, intellectuellement, je ne sais pas si vous avez lu un peu ou suivi ce qu'il a écrit, qui est sa priorité, c'est renverser complètement le monde universitaire. Il a une dent vraiment très dure contre les universités dominantes, ce qu'on appelle le Ivy League, tout ça. Donc, l'élite technocrate, oligarchique américaine, qui estime qui est responsable un peu de la décadence actuelle, enfin, au-delà du phénomène woke, quand même, tout ça. Bon. Donc, ça, c'est Vance, l'option Vance. Mais Vance, donc, ce serait presque un durcissement, je pense, par rapport à Trump, à ce que fait Trump actuellement. Parce que Trump n'est pas un penseur, n'est pas un intellectuel. Ça, on peut tous être d'accord. Hein, il a beaucoup de qualités, sans doute, par ailleurs, notamment dans le deal, comme on dit, dans le marchand, mais dans la négociation, mais, enfin, ce qu'il croit, et la finance, mais ce n'est pas un penseur. Tandis que J.D. Vance, bon, je ne vais pas dire ce que j'ai déjà écrit sur sa conversion au catholicisme, ses études de Saint-Augustin, etc. Bon, c'est quelqu'un qui, voilà, qui est un intellectuel et qui justement veut changer radicalement le monde intellectuel dominant. Bon. Alors après, on a, mais seulement, bien sûr, il n'est pas... Donc, il y a toujours ce mouvement néoconservateur qui lui aussi, on n'a pas le temps aujourd'hui, mais j'ai déjà écrit et expliqué il y a longtemps, tire ses origines aussi de grands professeurs de l'université américaine. On parle toujours de l'origine avec Léo Strauss, Léo Strauss, à l'université de Chicago. Bon. Donc, ce mouvement n'est pas mort, puisque Bolton, je vous dis, bon, ça revient, le New York Times, bon, etc. Donc, et là, on a un deuxième personnage qui peut incarner cette tendance, c'est Marc Rubio, le secrétaire d'État américain, qui est donc un ancien sénateur de Floride, qui est donc d'origine cubaine. Ses parents ont émigré de Cuba. Alors, vous le voyez souvent là, actuellement, mais il ne dit pas grand-chose. Mais on sait que, d'abord, à l'origine, il n'est pas trumpiste, lui. Il a même combattu Trump dans des primaires au premier mandat. Et c'est quelqu'un donc qui est plus interventionniste, clairement, que Vance. Alors il y a un troisième personnage, on ne peut pas bien sûr s'étaler, mais il y a un troisième personnage
que j'aime bien suivre, parce que c'est un État qui monte beaucoup aux États-Unis, c'est un Texan, Ted Cruz. Alors Ted Cruz, lui aussi il s'était opposé à Trump dans les primaires, mais alors lui plutôt de l'autre côté. Alors lui aussi c'est un descendant d'émigrés cubains, mais la différence c'est que c'est des Cubains qui étaient opposants à Batista et qui sont partis aux États-Unis avant la prise de pouvoir de Fidel Castro. Parce que tout ça, il faut connaître quand on étudie la politique américaine. Et alors, Ted Cruz, le père de Ted Cruz, d'abord, qui est parti donc, de Cuba avant la prise de pouvoir de Castro, alors lui est connu comme un évangélique extrêmement dur. Et Ted Cruz a hérité de ça. Je reviendrai plus tard sur la situation religieuse des États-Unis. Ted Cruz est très lié au milieu évangélique. Alors le milieu évangélique, bon, je reviendrai plus tard, mais enfin je le dis tout de suite, soutiennent évidemment, ont soutenu massivement Trump. 85% des évangéliques ont voté Trump. On reviendra après ce qu'on doit considérer comme évangélique. Mais bon, 80% donc sont pour Trump, mais justement, il y a beaucoup de nuances. Il y a peut-être 60 nuances d'évangéliques. Bon. Et Ted Cruz fait partie, a beaucoup ramené à Trump des évangéliques. Le Texas, pour ça, c'est un très beau laboratoire. Hein. Beaucoup plus que la Floride. La Floride, il n'y a pas des évangéliques. Il y a des Cubains, tout ça, des opposants, des gens assez radicaux, interventionnistes, anti-castrés, anti-ceci, anti-cela. Le Venezuela, c'est pas la religion là-bas. Mais la religion, c'est quand même plutôt au Texas qu'on la retrouve. Bon. En même temps, d'ailleurs, qu'on retrouvera, je vais venir aussi, un certain nombre de techno-industries qui se sont réinstallées de Californie au Texas. Le Texas est un État qui monte et d'ailleurs qui a de plus en plus de sièges et qui sa population grandit. Bon. Mais la succession, alors, donc déjà au sein du Parti républicain, ce sera difficile de retrouver un consensus parce que Trump, on peut dire tout ce qu'on veut de Trump, c'est quand même un personnage charismatique et qui réussit à fédérer justement autant de gens qui ne s'entendent pas du tout entre eux. En fait. Vance, pour l'instant, n'a pas du tout cette stature. Enfin, les autres personnes de ceux que j'ai cités n'ont cette stature et ce sera très difficile au Parti républicain de trouver quelqu'un qui va après Trump, réconcilier un peu toutes ces tendances. Mais l'avantage, évidemment, c'est que les démocrates sont en beaucoup plus mauvaise situation, comme on le sait, et qui n'ont pas grand monde à opposer. Bon. Alors, comme toujours, les élections de 2028, bon, enfin, si ça dure jusque-là, vont se jouer non pas ni à New York, hein, où on a eu un candidat démocrate qui a été élu, mais qui ne peut pas de toute façon, lui, se présenter aux élections présidentielles parce qu'il n'est pas né aux États-Unis. Il est en Ouganda, Mamdani. Bon. Il y a le Californien, le gouverneur de Californie, Newsom, mais lui, Californie, depuis Reagan, a gagné à partir de la Californie, mais enfin, plutôt aujourd'hui, c'est plutôt, au temps de Reagan, la Californie, c'était attirer les gens. Aujourd'hui, c'est plutôt un repoussoir, voilà, comme on l'a vu avec Kamala Harris. Bon. Donc, par contre, et l'élection de toute façon ne va pas se jouer, puisqu'elle se joue en termes de grands électeurs, elle ne va pas se jouer en Californie ni à New York, elle se joue autour des États des Grands Lacs, autour des Grands Lacs, et notamment en Pennsylvanie. Et là, il y a le gouverneur de Pennsylvanie, dont on avait déjà parlé, qui aurait dû d'ailleurs être un meilleur candidat, qui aurait été sans doute
un meilleur candidat contre Trump l'année dernière que Kamala Harris, mais comme ça s'est fait, tout ça a été fait dans la hâte, à le dernier moment, avec des cabales, etc. Mais mais par contre, c'est Ed Shapiro, hein, je sais pas si comme son nom l'indique, hein, qui est juif. Bon, alors là aussi, bon. Mais voilà. Donc pour l'instant, en fait, le Parti démocrate, évidemment, est encore en plus mauvaise situation. Donc la succession, pour l'instant, bon, il peut y avoir une continuation du Trumpisme au-delà de 2028, mais bon, on dit, je ne l'exclus pas, c'est possible. C'est possible, mais Vance, bon, il faudra si c'est lui, qu'il se sorte du lot. Et alors, par contre, ce que je voulais ajouter, c'est que, évidemment, cette histoire de survie du Trumpisme, ça dépend beaucoup de où en sera l'Amérique, enfin, ou comment ça va finir, si ça finit brutalement, si ça finit dans une crise, parce qu'évidemment, les élections, c'est quand même, ça ne dépend pas de Trump ou des démocrates, ou etc. Ça dépend, comme on l'a dit, stupid, it's the economy. Économie stupide. Oui, l'économie, c'est ce qu'il y a ce qu'il y a dans le sandwich. Je sais pas, c'est pas le pain, c'est ce qu'il y a dans le sandwich. Bon, quelqu'un d'autre a dit ça. Et donc, évidemment, je pense que c'est finalement sur cette fin. Alors, évidemment, si Trump prix Nobel de la paix, si tout ça, ça marche, tout ça, c'est le scénario optimiste, bon vent pour le Trumpisme. Et si, par contre, évidemment, c'est une catastrophe, un nouvel assaut du Capitole, enfin, que tout ça, c'est le chaos, les élections de 2028, bon, évidemment, là, point d'interrogation. Ceci étant, puisqu'on est sur la fin de cette ère, avec évidemment, je devrais dans une seconde partie, j'ai encore un peu de temps, montrer que, essayer non plus d'analyser les choses dans les 2 ou 3 ans qui viennent, mais prendre l'histoire longue, avoir un retour sur l'histoire. Parce que le Trumpisme, enfin, disons le Trumpisme, la présidence ou la révolution trumpienne, plutôt, parce que je préfère plutôt, comme on dit, gaullien plutôt que gaulliste, hein, donc disons la substance, le contenu, donc la révolution trumpienne, ou la politique trumpienne, il faut la resituer dans l'histoire des États-Unis, dans la longue durée, pour voir si ça peut être simplement qu'une parenthèse, un accident de l'histoire, ou si au contraire ça correspond quand même à quelque chose dans l'histoire, et donc dans la sociologie profonde des États-Unis. Et alors, d'autant plus que Trump lui-même a fait plusieurs fois référence à certaines périodes, hein, de l'histoire américaine. 3 aussi, j'en citerai 3. La première, c'est 1897. On a dit, il y a eu des couvertures, ça, il a dit, même dans son allocution inaugurale le 20 janvier de cette année, que le grand président qu'il admirait, c'était le président McKinley. McKinley, qui a donc été élu en 1997, avec comme vice-président, oui, Theodore Roosevelt, qui lui a succédé, parce que le pauvre McKinley, elle a été comme chez nous, c'était le mouvement des anarchistes, il a été assassiné. Et donc Theodore Roosevelt a pris la place, et lui jusqu'en 1900. Donc il y a une période entre 1897 et 1907 où on a eu alors certains disent impérialisme, certains bon, mais en fait c'est bon parce que à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce qu'on appelle maintenant dans l'histoire américaine the Gilded Age, l'âge d'or.
Mais l'âge d'or, non pas, on ne dit pas Golden Age, on dit Gilded Age. Alors, comme il y a eu un âge d'or hollandais, un âge d'or espagnol, etc., l'âge d'or américain, dans l'histoire, disons, relativement récente, disons à un siècle, c'est cette période, 1897. Pourquoi ? Parce que là, il y a eu un boom économique, déjà. Il y a eu aussi, avec le protectionnisme d'ailleurs, américain, c'est pour ça que Trump le prenait en modèle, là, au mois de janvier, mais aussi parce que c'est la victoire des États-Unis, enfin oui, des États-Unis, en l'époque, dans la guerre avec l'Espagne, et que, tout d'un coup, l'Amérique récupère Porto Rico, acquiert, d'ailleurs, pas récupère, acquiert Porto Rico, plus ou moins Cuba, hein, ils ne l'annexent pas, mais bon, ils vont, pendant 20 ans, mais plus, ils vont gouverner Cuba. Panama, le canal de Panama, c'est à ce moment-là aussi, pendant cette période, jusqu'en 1907. Le canal de Panama, c'est 1904, je crois, un truc comme ça. 3, oui. Bon. Et puis aussi, bon, les Philippines, Guam et Hawaï aussi. C'est à ce moment-là que pas dans une guerre, là, mais ils mettent dehors la monarchie hawaïenne dont on a déjà parlé dans le journal, et on s'empare d'Hawaï. Hawaï et Guam, ça veut dire la moitié, et les Philippines, ça veut dire déjà, donc, ce qu'on appelle le pivot, ce qu'on a appelé depuis le pivot vers le Pacifique. Donc les Caraïbes et le Pacifique. Et ça, bon, ça c'est donc, et Theodore Roosevelt l'a inscrit, parce que je ne remonte pas encore plus loin dans l'histoire, dans le cadre de la doctrine Monroe. Bien sûr, c'est que l'Amérique, elle a le droit, sa zone d'influence, voilà, c'est l'ensemble de l'hémisphère, des deux hémisphères, américains, surtout les Caraïbes, et le Pacifique. C'est de ça. Et alors d'ailleurs, pour ceux qui ont suivi nos conseils et lu le remarquable ouvrage de l'économiste Arnaud Aurin sur comment ça s'appelait déjà, le monde confisqué, non ? Je ne sais plus, j'ai noté. Non, pas le capitalisme, le monde confisqué, par le capitalisme, pas n'importe quel capitalisme. Le capitalisme de la finitude. Voilà. Non, ça c'est c'est l'autre livre, ça. Ça c'est l'autre livre. Slobodan, pas Milosevic, mais non. Notamment. Alors donc, pour ceux qui en ont eu, il a beaucoup insisté sur cette période. Hein, il distingue 3 périodes historiques. Bon, il y en a une plus ancienne, hein, autour du XVIIe siècle. Il y a cette période de 1897, là, et notamment avec qui est-ce qui est théoricien, d'ailleurs, de cette politique étrangère de 1897, c'est l'amiral Mahan, Alfred Mahan, hein, que beaucoup, notamment Couteau-Bégari, avait fait, je crois qu'il a fait une biographie même de lui, qui est le grand penseur donc de la puissance navale américaine, qui n'existait pas avant, du tout. Bon. Donc ça, c'est la première référence, et donc ça s'inscrit très bien et c'était une période qui continue, bon, bien que les Américains évidemment ne connaissent pas l'histoire de leur pays, ne connaissent rien, mais dans la mémoire disons institutionnelle, ça parle. Bon. Deuxième période, et ça donc ça donne le fondement d'un des 3, parce que chaque période en fait correspond à un des fondements, je ne dis pas de la politique trumpienne ou de la pensée trumpienne, si on veut dire, c'est-à-dire alors certains l'ont appelé le souverainisme, mais bon, on peut éviter ce mot. Nationalisme, impérialisme, c'est pas non plus ce qui correspond, mais cette affirmation, disons, de la souveraineté, voilà, américaine, dans son espace qui naturel, j'allais dire, de droit, bon, naturel, conçu par eux.
Donc ça, c'est le premier fondement du Trumpisme. Le deuxième fondement, bien sûr, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire la religion. Et là, il faut situer l'Amérique d'aujourd'hui dans la suite des grands réveils évangéliques qui ont eu lieu depuis ce qui s'appelle en anglais, dans le Great Awakening. Hein. Alors, awakening, donc du verbe awake, être éveillé, et qui a donné aussi, par déformation, woke. Woke, c'est aussi éveillé. Mais le mouvement religieux qui ressurgit périodiquement aux États-Unis depuis avant l'indépendance, le premier réveil, disons, j'allais dire, classifié ou documenté par les historiens, c'est Edwards en 1730, quelque chose comme ça. Après, il y a eu un deuxième réveil autour de la... Pas la Révolution américaine. La Révolution américaine n'est pas conduite par des évangéliques, contrairement à ce que parfois, souvent, on croit. C'est après, quand il y a un deuxième réveil, vers les années 1820, etc., qui a partiellement, même largement échappé à Tocqueville, qui se trouve là-bas, à l'époque, en 1830, hein, 30-34, il va là-bas. Hein, et en fait, je crois qu'il y a simplement, mais ça, il y a longtemps que je t'avais dit, il y a simplement qu'un footnote, comme on dit, une note de bas de page, pour dire qu'il a entendu parler qu'il y avait des gens qui se réunissaient dans une forêt pour prier Dieu, enfin, je ne sais même pas comment il l'appelle. Bon. Et en fait, c'est ça, c'est le mouvement, le deuxième réveil évangélique, parce que à ce moment-là, les Américains n'étaient pas très religieux au départ. Et on a des statistiques plus ou moins fiables. C'est seulement après ces grands réveils, notamment ceux du 19e siècle, que le pourcentage des chrétiens monte en flèche. Bon. Eh bien, aujourd'hui, il y a eu alors on a reparlé d'un réveil au moment de Reagan, justement, hein, avec la majorité morale, etc. L'arrivée des téléévangélistes, hein, Falwell, etc. Et aujourd'hui, en fait, on s'en aperçoit aujourd'hui parce que c'est devenu à la surface des choses, c'est venu, mais ça a commencé justement quand, je vous parlais tout à l'heure de 2001, on date en fait de 2001, l'arrivée, ou plutôt la survenance progressive de ce qu'on appelle parmi les évangélistes les pentecôtistes ou charismatiques. C'est-à-dire, là, les évangéliques, pour faire rapidement la distinction, les évangéliques, c'est des gens qui sont quand même basés sur la théologie, qui ont une lecture de la Bible, etc. Les pentecôtistes et les charismatiques, d'ailleurs, il y a aussi la différence entre les deux, je ne vais pas trop, on pourrait y revenir, c'est basé sur l'esprit, sur, c'est les phénomènes un peu surnaturels, de notre point de vue, bon. L'émotion, la guérison, le salut, sur le salut dès aujourd'hui. Quand je parlais tout à l'heure de Ted Cruz, de son père, son père était lié avec ce mouvement qui est apparu donc à l'époque, au début du XXIe siècle, hein, 2001, par quelqu'un qui a enseigné pendant 30 ans aux missionnaires qui partaient donc évangéliques, hein, dans le séminaire qui se trouvait en Californie, des séminaires évangéliques qui formaient donc les missionnaires, les gens qui partaient, comme il y a dans l'Église catholique, notamment en Asie, en Amérique latine, etc.,
Parce que l'évangélisme, comme vous le savez tous, bien sûr, c'est beaucoup répandu. C'était un des vecteurs principaux de l'influence américaine en Asie et en Amérique latine. Et donc, ils sont formés, ces gens-là étaient formés, donc surtout dans un séminaire, là, le Fuller, où on enseignait ce qu'on a un peu ridiculisé quand on l'a vu arriver, ce qu'on appelle Church of Growth. Ça a été traduit par aussi l'évangile de la prospérité ou l'église de la prospérité. C'est celle-là, par exemple, qui a fait un tabac au Brésil. Les évangéliques les plus influents au Brésil sont les gens de l'église de la prospérité. Alors, vous allez dire, c'est un peu bizarre que dans les pays pauvres, on enseigne l'église de la prospérité. C'est pas du tout nouveau, hein. Il faut relire, et c'est une lecture que je fais régulièrement, l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme de Max Weber, qui explique noir sur blanc que pour les calvinistes, à l'époque, il a écrit ça en 1900, autour de 1900, après avoir été le témoin du premier de ce réveil qui était déjà un autre réveil à la fin dont je parlais en 1890. Il est venu à Chicago, à Saint-Louis, il y avait un congrès des religions, etc. Il y avait à ce moment-là un renouveau calviniste, notamment à l'époque. Donc ça, quand je dis calviniste, c'est des gens comme les évangéliques de la théologie, de la loi, de l'ordre. Hein. C'est pas les pentecôtistes dont je parlais. Etc. Il y a les deux tendances, hein. Les gens qui sont vraiment très rigides, fondamentalistes, on a appelé, et les gens qui sont pour le salut du corps, de la prospérité. On dit qu'on va réussir grâce à Dieu. Et que, en fait, plutôt, si on... Max Weber l'explique très bien, c'est si la preuve du salut, c'est qu'on réussit. Et d'ailleurs, c'est ce que je n'avais pas compris au départ, c'est parce que beaucoup de gens n'ont pas compris. C'est-à-dire, quand on a Trump et Vance surtout a beaucoup poussé à ça, à supprimer l'essentiel de l'aide au développement, avec la suppression de l'USAID. Mais parce que ça a été justifié en disant, mais c'est pas la bonne façon d'aider les pauvres. On n'aide pas les pauvres comme ça, en donnant des crédits et des machins. Non, on les éduque. Et moi, j'avais vu ça, d'ailleurs, en Afrique, j'avais beaucoup convenu. Il y avait déjà eu une grande, ça doit être encore aujourd'hui une des plus importantes ONG évangéliques américaines, c'est World Vision. World Vision, alors qui s'est maintenant complètement sécularisé, c'est une grande multinationale, mais à l'origine, c'était une entreprise évangélique de développement, mais pas par l'assistance aux pauvres. Donc, c'est en devenant prospère, d'ailleurs, plus vous devenez prospère, plus ça veut dire que vous êtes élu du Seigneur. Bon, alors donc ça c'est, comment, je veux dire, ça s'inscrit, donc le mouvement actuel trumpien, dans son autre fondement, qui n'est pas celui de Trump. Trump, personnellement, n'a rien de religieux du tout. Hein. Je ne parle pas du tout là, de la personne de Trump. Je parle du mouvement trumpien, comme on dit, le mouvement hertzien, ou le mouvement, comment on dit, le mouvement... Oui, enfin, non, pas perpétuel. Alors, le troisième, et le dernier, j'arrête, troisième filiation, j'allais dire, historique, et qui nourrit le mouvement trumpien, c'est ce que certains appellent le populisme, c'est en fait le retour à la constitution initiale des États-Unis. Et la déclaration d'indépendance, plutôt, pardon, excusez-moi, pas la constitution, la déclaration d'indépendance, we the people. Ça commence comme ça. Ça, c'est 1776. Et qu'est-ce qui va se passer en 2026 ? Voilà, le 250e. Il va culminer le 4 juillet 2026. Et là, tout est prêt. Alors, tout est prêt. Il y avait déjà des préparations. Il y a un premier comité qui avait été formé avec les démocrates. Obama et Clinton sont à la tête d'un comité, depuis déjà un certain temps, pour organiser
la commémoration du 250e anniversaire de l'indépendance des États-Unis. D'où l'arrivée de Trump, qui a, depuis son inauguration, au mois de janvier, même avant, a créé aussi lui-même un comité. Et il y a tout un programme qui va vous allez voir dans les semaines et les mois qui viennent, va se dérouler. Trump a prévu, normalement, bon, mais malheureusement, il est fatigué, je ne sais pas comment il irait, de faire le tour des États-Unis, des 50 États, sur ce thème. Et bien sûr, pour gagner les midterms. Tout ça va être lié. Si on réussit à faire un 250e anniversaire de la révolution, oui, américaine, de l'indépendance, et si ça réussit, les midterms sont on considère que les midterms vont être dans la poche. Oui, mais bon, d'accord. Voilà. Et alors d'ailleurs, ce qui m'a beaucoup frappé aussi, c'est que, je sais pas, mais ça, à mon avis, ça a dû lui échapper à Trump, quand il s'était battu contre le candidat donc, démocrate à la mairie de New York, là, récemment, il a dit que le choix était entre le communiste or common sense. Et le common sense, pour celui qui connaît bien l'histoire de la littérature américaine, enfin sur l'histoire américaine, c'est en effet common sense, c'est le manifeste de l'indépendance américaine écrit par Thomas Paine, P-A-I-N-E, qui a eu une bonne carrière de révolutionnaire français, qui était même député à la Convention, hein, les gens qui connaissent la Révolution française, pour montrer d'ailleurs, pour ça je veux en venir là, les liens qu'il y a évidemment entre cette histoire d'indépendance américaine, de révolution américaine et la France, et la Révolution française. Mais pas seulement, d'abord avec l'aide de Louis XVI, etc. Bon. Et donc, je conclurai par là, c'est que tout ce que je viens de dire ne peut pas ne pas avoir évidemment d'écho en France. Souvent, bon, en fait, je pense que ce que je viens de dire, et surtout, par exemple, ce que je viens de dire sur les aspects religieux, ça n'est absolument pas, c'est complètement sous les radars en France. Personne ne peut même comprendre qu'est-ce que ça peut être un pentecôtiste. Et puis, c'est toujours aussi pour en rigoler. D'ailleurs, de tout ça, les Français rigolent. Enfin, les Français, les médias, les journalistes, les élites, tout ça, ne passent leur temps à se moquer de tout ce qui pourrait être derrière comment j'ai appelé le mouvement trumpien. Pour un esprit français normalement constitué par deux siècles de démocratie française, c'est à mon avis un peu loufoque. Bon, mais c'est pourquoi d'ailleurs, bon, mais ça on pourra en discuter, je disais que je ne pense pas que nous sommes à la veille d'un trumpisme européen. Ça veut dire que, quelle que soit l'orientation prise par les... Non, mais on pourra en discuter. Attends, laissez-moi simplement lancer quelques pistes. Tel que le mouvement est conçu, j'allais dire, ou est interprété, ou est connu aux États-Unis, on ne peut pas imaginer sa transposition en France. L'extrême droite en France, ou en Allemagne, en Angleterre aussi, alors l'Angleterre pas du tout, parce que là c'est ce qu'il y a... C'est le rejet... que l'Amérique s'est quand même fondée sur les 13 colonies sur le rejet du système anglais. Et quelle que soit la droite en Angleterre, il n'y aura jamais d'interaction, je veux dire,
entre les deux. Et pareil, à mon avis, pour l'Allemagne, la France ou n'importe quoi, les mouvements, certains mouvements d'extrême droite, à mon avis, ne sont pas du tout trumpiens. Et même s'il y a un aspect, qui est le fameux national-conservatisme, parce que dans tous ces conservatismes-là, il y a le néoconservatisme, il y a le paléoconservatisme, il y a donc le conservatisme trumpien, on ne sait même pas comment le qualifier, et notre national-conservatisme qui, soi-disant, est commun à l'Europe et à les États-Unis, à mon avis, ce n'est pas du tout le cas. L'extrême droite, et plus d'ailleurs les mouvements de droite s'approcheraient du pouvoir en Europe, plus ils s'éloigneraient. Et réciproquement, les États-Unis, de toute façon, ne considèrent plus du tout l'Europe comme quelque chose de sérieux. Même si demain, Bardella, Farage, l'AfD, tout ça, voilà, ça n'aura aucune influence sur les décisions aux États-Unis. Il faut bien se rendre compte que les États-Unis se foutent complètement de l'Europe. Et c'est pas d'aujourd'hui. Hein, c'est pas d'aujourd'hui. Je pense que toute ma carrière, ça a été le cas. Bon, mais parfois l'Europe a réussi à se faire entendre par-ci par-là. Bon, je ne dis pas. Mais si, par exemple, donc, on a en France des mouvements plutôt nationalistes, etc., nationaux conservateurs, bon, qui se réunissent là avec Zemmour et compagnie, Sarah Knafo, bon, dans quelques capitales européennes, ça ne va pas, ce n'est pas une Europe trumpienne qui se dessine. Et ni une Europe proche des États-Unis. Les deux ne sont pas destinés à se rejoindre. L'atlantisme, pour moi, c'est terminé. Enfin, c'est terminé déjà depuis un certain temps, mais ça veut dire on ne retrouvera pas les circonstances et la conjoncture de post-45, parce que ça, j'en ai pas parlé, mais ça, c'est aussi un des grands thèmes du Trumpisme, du Trump, c'est que l'ordre post-45, c'est terminé. Ça, c'est rayé de la carte, ça n'existe plus. Et donc, il faut quand même aussi se souvenir que ces évolutions, l'atlantisme, même la création de l'Alliance Atlantique en 1949, ou même l'extension de l'OTAN à partir des années 90, ça a été très durement controversé aux États-Unis. Beaucoup étaient contre. De même qu'ils ont été contre l'adhésion à la SDN après la Première Guerre mondiale, il y avait un courant très fort contre le fait d'avoir une alliance atlantique permanente, ce qui est complètement contraire à la tradition historique américaine. Et donc, je ne vois pas comment on aurait un néo-atlantisme aujourd'hui aux États-Unis, où au contraire, c'est l'inverse qui se dégage. Et donc, l'Europe sera toujours extérieure au projet. Bon, alors j'arrête là pour que... Je vois que vous bouillez d'impatience pour me contredire. Merci Dominique. Merci Dominique. Alors vous avez donc la parole, effectivement. Je vous en prie. Oui? Je ne sais pas combien de temps j'ai parlé. Je ne sais pas, mais ça va. Je sais pas. À 1 heure quand même. Ah bon, quand même. Vous m'avez dit 3/4 d'heure. Bah, tu vois, je ne savais pas. Parce qu'en fait, je n'ai que ça. Bon, ouais. Oui, je voudrais dire. Oui, il y a une différence majeure, hein, comme vous l'avez souligné, entre les États-Unis et les continents européens. C'est le rôle de la religion. Oui, aux États-Unis, elle est omniprésente dans l'espace public et dans l'espace politique. Oui. Et d'ailleurs, les États-Unis considèrent que la liberté religieuse n'existe pas en France. Ah ben bien sûr. Et parce que on a eu du mal, d'ailleurs. On n'a pas du tout le même rapport à la religion. Madame Albright et s'était opposée violemment avec Védrine. Hein, oui. Au sujet des sectes, qu'ils appelaient les sectes, qu'ils appellent les sectes, parce que nous, on appelle leur religion, là, des sectes. Oui, voilà. Alors que eux, c'est des religions, c'est des églises, c'est tout à fait
Même les plus irrationnels de notre point de vue. La liberté religieuse est fondamentale au même titre que toutes les autres libertés. C'est la Constitution. Et vous posez quelques observations et questions. Il y a eu un précédent, semble-t-il, de Trump dans la façon donc, populiste, entre guillemets. C'est, paraît-il, John Adams, il y a environ 2 siècles. Je ne sais pas si ça vous parle. Et vous voulez aborder le rôle des WASP, n'est-il pas en déclin aux États-Unis, et le rôle vraiment important des mouvements évangéliques est-il si important que cela? Parce que, je ne sais pas ce que vous en pensez, l'analyse de Todd qui dit que l'Amérique, le déclin religieux qui a une structure, ne structure plus vraiment les États-Unis comme autrefois. Oui, c'est certain. Voilà, je voulais poser cette question. Les deux ne sont pas du tout contradictoires, hein. Et même ça va plus loin. En fait, ce dont Todd parle surtout, c'est les églises protestantes classiques. Hein. Alors ça, elles ont reculé de façon massive. Hein, même les méthodistes, qui étaient à l'époque déjà un des premiers réveils par rapport... La religion, enfin, les plus nombreux, quand on a fait la déclaration d'indépendance des États-Unis, c'était ceux qui ont été dans les églises que les Anglais avaient installées. Donc ils étaient anglicans. Même s'ils ont donc décidé que, bien sûr, l'église anglicane ne serait pas une église établie aux États-Unis. Et ils sont partis de là, du refus d'établir une église. Mais ils étaient quand même... Il y avait des baptistes aussi, il y avait un catholique, hein, ceux qui ont fait le Maryland, parce qu'il y avait 13 colonies, donc il y en avait une qui était catholique, dans ça, le Maryland, hein, le pays de Marie. Ils ont appelé ça le pays, ça s'appelle toujours le pays de Marie, Maryland, qui est à côté de Washington. Bon. Il y avait... Bon, alors, donc, mais alors... donc le système s'est basé sur le refus de n'avoir qu'une église, une église officielle. Et donc, bien sûr, c'était déjà, par définition, de la liberté religieuse, pour tout le monde. Tout le monde pouvait faire... Bon. Alors, simplement, pour revenir à Todd, donc, en effet, donc, toutes ces religions structurantes ont reculé. Bon. Et il y a pire que ça, et j'avais trouvé, je pensais qu'il y allait y avoir, en effet, il y a les dernières statistiques sont quand même impressionnantes, américaines toujours. J'ai les dernières statistiques qui datent de février de cette année. Alors, se disent chrétiens aux États-Unis, 62%. Il faut savoir qu'en 2007, il n'y a pas longtemps, c'était 78%. Donc tout le monde recule. Alors, il y a des gens qui reculent plus que les autres. Donc déjà, les protestants historiques, ce qu'on appelle les protestants historiques, hein, luthériens. Les protestants historiques, c'est-à-dire, c'est les églises, comme nous en France, enfin, calvinistes, luthériens, méthodistes, les anglicans, justement, qui s'appellent épiscopaliens aux États-Unis, qui sont nombreux. Hein. Alors eux, ils ont reculé, toujours par rapport à 2007, hein, de 18 à 11%. Ils ne sont plus que 11% de la population américaine. Les catholiques sont également reculés de 24 à 20. Et les évangéliques, donc cette mouvance-là, de 26 à 23. C'est eux qui reculent le moins. Et ceux qui disent qu'ils n'ont pas de confession, qui n'appartiennent pas à des confessions religieuses, alors que ce n'est pas seulement que des athées, c'est des gens qui ne se reconnaissent pas dans les autres, d'une part. Ils sont montés, eux, de 16 à 29%. Alors, bon, là, il y a les athées, il y a des agnostiques, et puis il y a des gens qui ne savent pas où aller. Bon. Et alors, attention, si vous prenez ensuite la répartition par âge, parce que les Américains, ils font des statistiques surtout. Les Américains nés dans les années 90, alors ils appellent ça les nones, ceux qui n'ont pas de religion,
Il y a aussi les juifs et les musulmans et tout ça, bon, c'est hindou. Bon, mais enfin, ça c'est peanuts, enfin, c'est 2%, 3%, 4%. Alors, les nons, N-O-N-E-S, ceux qui n'ont pas devant. Combien dans les Américains nés dans les années 90 ? 44%. La moyenne générale, c'est des 29. Hein. Et ceux qui sont nés dans les années 2000-2006, c'est la génération Z, là, hein, ben c'est aussi pareil, 43%, qui se disent non. Alors ça, c'est tout à fait nouveau. Bon, mais ça n'empêche, bon alors bien sûr, après il y a les latinos, tout ça, bon, je ne veux pas épargner tout ça, mais, parce que bon, maintenant, évidemment, par exemple, les catholiques, ben, c'est des latinos. Il y a 36% des catholiques américains c'est des latinos. Par exemple, bon. Il y en a aussi dans les évangéliques, bien sûr. Mais, ceci étant, il faut balancer ça par le dynamisme de certaines, ce que je disais tout à l'heure, les pentecôtistes et charismatiques, c'est-à-dire tous ces gens qui sont donc dans des méga-churches chez qui il y a des guérisons miraculeuses, il y a des prières, etc. Bon, l'avenue de l'esprit, le parler en langue, etc. Enfin, la glossolalie, ce sont tous des phénomènes tout à fait reconnus, je veux dire, aux États-Unis. Bon. Il y en a un peu moins ici, mais il y en a aussi ici, hein, dans certaines églises évangéliques, pentecôtistes. Et ceux-là sont très dynamiques. Et surtout, depuis ce que je vous ai dit, depuis le début du siècle, là, depuis 2001, ce mouvement a été propulsé comme le mouvement le plus important parmi les évangéliques. Ils ont dépassé ce qu'on appelait les fondamentalistes, etc. Et ce sont aussi les plus prosélytes par rapport à l'Afrique, par exemple. En Afrique, c'est eux aussi qui dominent. Donc, j'ai expliqué dans le journal les liens donc, de l'aumônier, la dame qui sert d'aumônier de Trump, mais pas depuis son élection, depuis bien longtemps. Hein, donc, elle est très liée avec des pasteurs en Afrique, et réciproquement. C'est ces pasteurs en Afrique qui viennent aussi aux États-Unis. Donc, tout ça. Donc c'est deux mouvements contradictoires, tu vois. Mais qui n'empêchent que l'institution, comme tu disais, les institutions américaines sont toujours imprégnées de religieux. Même si ce n'est pas notre religieux à nous, du tout. Religiosité, tout ce que tu veux. Oui, je trouve qu'il y a tellement d'incertitudes, on se pose beaucoup de questions, on est souvent démenti. D'ailleurs, ce matin, je participais à un séminaire, il y avait un Allemand très brillant qui disait « L'homme est terrible dans les prédictions ». Et il prenait tous les événements des 5 dernières années qu'on n'avait pas du tout prévus, que ce soit l'Ukraine, le Covid et tous les gens. Et que le retour de Trump, pour commencer. Moi, je me rappelle très bien qu'on pensait que Trump, après sa défaite, c'était fini, y compris dans le Parti républicain. Bon, donc on se trompe tout le temps. Mais alors, quand on parle de ce découplage Europe-Amérique, on en parle depuis tellement longtemps. Et puis quand même, il y a constamment des faits qui viennent le démentir. Alors, je prends une crise quand même étonnante, c'est celle de la guerre civile en Yougoslavie. Dans ce conflit quand même presque micro-local, carrément tribal, où on était vraiment dans le truc, les Américains qui disaient déjà, on dit pour la Pologne 45, mais quand les Anglais leur en parlaient, ils disaient mais enfin c'est une rivalité entre des noms dont aucun n'est prononçable. Bon, mais alors là pour la Bosnie ça, et pourtant, eh ben finalement ils sont venus et puis c'est eux finalement parce que sans eux il y aurait pas, voilà. C'était les néo à ce moment-là, c'était les néoconservateurs. Oui, mais ils reviennent à chaque fois quand même. À chaque fois, on dit bah c'est fini, il y aura plus de couplage, puis à chaque fois, ça revient. Alors leur implication dans l'Ukraine a été énorme, même s'ils s'en détachent maintenant. Je veux dire, à chaque fois, il y a quand même ce découplage, mais il est démenti par les faits. Alors, j'ai pas très bien. Ça, j'avais pas
tout à fait complètement perçu que Trump, constitutionnellement, peut pas faire 2 mandats parce que il a 3. fait. Il en a déjà fait 2. Enfin, c'est le Oui, deuxième. c'est le deuxième, mais Il ne peut pas en faire 3. c'est pas consécutif. Non. C'est 2. Bon, Non. mais je me semble qu'il y avait une petite. Ils ont absence essayé. là-dessus. Il y a eu Oui, un il y a article quand dans même l'Économiste il me qui semble, il y a était quelque très chose. amusant parce qu'ils ont essayé de toutes les possibilités. Par exemple, que comme l'avait fait Poutine, il démissionne, le vice-président prend sa place, et donc du coup, Et vice-président. oui, et puis il peut se représenter. Parce qu'il n'aura pas fini son mandat. Oui, c'est ça. Oui. Puis il sera Après, il y vice-président. avait un autre truc, je ne sais plus, il y avait une autre hypothèse encore farfelue, mais lui-même, Trump a dit, ils ont essayé, hein, et Trump a reconnu à la fin que bon, finalement, il n'y a pas de solution. Alors, il y a une chose dont on parle parfois, que vous évoquez pas du tout, mais pourtant, c'est cette division croissante, on dirait, entre les Américains. Et à un moment, il disait, mais ça va peut-être déboucher sur une nouvelle guerre civile, parce que bon, les Américains, ils ont quand même aussi cette tradition de gros affrontements, ou de sécession. On a parlé à un moment, moi je me rappelais que quand Trump avait été battu, on parlait de la sécession du Texas. Ouais. Il y a aussi ces hypothèses complètement catastrophiques. Bon, personne ne le souhaite, et puis voilà. Mais quand même, c'est vrai qu'il y a ces divisions énormes, et ces gens qui ne se parlent plus du tout. Et pas seulement au niveau républicain-démocrate, il y a c'est pour l'avortement ou contre l'avortement, où pour eux ça devient une cause vitale. On a l'impression que, alors c'est mêlé aussi avec la religion, que c'est une histoire et il y a tout ça. Vous en parlez. Il y a même des films qui l'évoquent. Il y a un film récent là qui évoque voilà des journalistes qui se promènent pendant une nouvelle guerre civile américaine. Donc il y a quand même. Il y a eu des romans, d'anticipation, j'en ai rendu voilà, compte d'un. Peut-être il y a ce scénario, alors là vous n'en parliez pas. Et puis troisième point, et puis je termine. Là, c'est parmi les renversements qu'on observe, c'est celui des minorités. Et ça, c'est très, très frappant, ça. Tous ces gens qui viennent des minorités et qui, au lieu d'aller dans le sens habituel de, je sais pas moi, la gauche, machin, réformatrice ou revendicatrice, passe de l'autre côté. Alors, il y en a de plus en plus aux États-Unis. Puis, alors, il y a le cas, vous dites, c'est complètement séparé, mais quand même, complètement séparé. Mais enfin, c'est des gens qui s'y réfèrent. Et d'ailleurs, à propos de l'OTAN, il y a aussi le chef de l'OTAN qui appelle quand même Trump son papa. On dit que c'est la fin, que c'est. Enfin, lui, il l'appelle papa. Ça a été mal interprété. Oui, enfin, il parlait de Gaza et il dit. Parce que Trump, papa. Ah non. Non, c'était l'idée de celui qui, le big de daddy, le daddy, qui vient quand les enfants sont en train de se battre, qui vient dire bon allez c'est fini, la récréation est finie. Même dans son attitude, quand on le regarde à côté de Trump, il a la tête penchée. Non mais je ne défends pas Marc Rutte de loi du compte, mais c'est vrai que il y avait un contexte. Ça ne devrait pas découpler. Mais ces minorités. Alors voilà, en parlant de Marc Rutte est un Américain et les Bataves, les Pays-Bas sont des suiveurs des États-Unis depuis longtemps. On le sait. Mais alors, je suis très frappé par le cas de Kemi Badenoch, qui se réfère quand même assez souvent à Trump, mais qui se réfère surtout à cette révolution conservatrice. Moi, je suis frappé dans ses discours. C'est une has-been, elle. Hein. Elle va être virée. Je sais pas. En tout cas, c'est une très grande oratrice aux communes. Hein. Elle est très forte. Non, et puis, elle a une façon de renverser le discours en disant, voilà, c'est eux, la gauche, qui cherchent à me mettre dans une boîte. Mais je ne suis pas dans une boîte, je suis ce que je suis et je suis convaincu de, etc. Et qui a un discours très... Alors on dit oui qu'il y a des complots contre elle, enfin il y en a surtout contre le Premier ministre. C'est des complots internes des partis, ça arrive bien sûr. Mais en tout cas, c'est une voix très forte, mais qui ressemble à d'autres voix qu'on entend aux États-Unis. Je ne sais pas bien comment mesurer, identifier, analyser ce phénomène, mais on le voit de plus en plus. Ces gens qui viennent des minorités, même en fait, c'est un peu spécial, mais enfin, qui finalement deviennent des flambeaux de ces révolutions conservatrices. Ça, c'est quand même un phénomène... Non, c'est tout à fait normal, et ça a toujours existé. C'est les derniers immigrants qui sont contre les migrants qui suivent. Non, mais je trouve que là, ça dépasse ça. Ah non. Moi, j'ai vu aux États-Unis, après le 9/11, après l'attentat, qui est-ce qui était dans la rue avec des grands drapeaux américains? C'est les Mexicains.
Et qui est-ce qui a défendu les néoconservateurs? Les pires néoconservateurs, c'était des Indiens. Dinesh de Souza, il a fait plein de livres pour défendre le néoconservatisme. Oui, Et en pas France, des figures comme ça qui apparaissent comme. comment? Enfin, moi, j'ai Les- jamais les- vu d'un cas comme Kemi Badenoch. Non, mais Kemi en Badenoch. Europe, Kemi Badenoch, comment Kemi Badenoch? C'est j'ai jamais vu un cas comme ça avant. c'est celle qui dirige le Parti conservateur aujourd'hui, qui a été élue là, de justesse l'autre jour. Elle est pas, c'est pas. Oui, mais ça, c'est l'Empire britannique. C'est les gens qui ont voté pour le Brexit pour se débarrasser des nouveaux immigrants qui sont polonais, slovaques, baltes, etc., et roumains. Et les Indiens, les Indo-Pakistanais et les Africains britanniques, parce qu'ils sont britanniques, mais Badenoch, elle est britannique. Elle n'est pas africaine. Enfin, elle a été élevée au Nigeria jusqu'à l'âge de 16 ans. Elle est née en Grande-Bretagne, mais elle a Oui, été élevée au Nigeria jusqu'à l'âge de 16 ans. d'accord. Mais comme les autres, comme tu peux citer David Lamy, qui est le chancelier, le vice-premier ministre aujourd'hui, il est guyanais. Il est de la Guyana. C'est quand même nouveau, il n'y a jamais eu ça dans le gouvernement britannique. Si. Non. Il y a longtemps qu'il y a des Noirs, beaucoup plus avant qu'en France. Hein, parce que, en France, bien sûr, on a eu Monerville au Fouet de Boigny, etc. Mais ça, c'était sous la 4ème République. C'est Boué, non. Oui, d'accord. Non. Ah non, je ne suis pas d'accord avec toi. Il n'y avait jamais ça en Angleterre. Ah non. Enfin, en tout cas, Je te montrerai plein de cas de ce genre. Sur aujourd'hui, évidemment, ils sont de plus en plus apparents parce qu'il y a de plus en plus d'années qui sont là, mais ce sont ceux qui sont arrivés c'est l'Empire britannique, ça. Et non, mais les votes pour le Brexit, ils étaient, la majorité des Indo-Pakistanais ont voté pour le Brexit. Enfin, même dans la littérature nigériane, pardon, parce que la littérature nigériane, il y a toute une littérature des Nigérians immigrés aux États-Unis. Oui. Et dans cette littérature, on voit bien, et ils en parlent, cette surprise de voir de plus en plus de gens issus des minorités. D'ailleurs, on dit que dans le vote a changé. Il y avait un vote bloqué pour les démocrates qui s'est complètement éparpillé. Ah oui, non, on repasse aux États-Unis, là, tu parlais de l'Angleterre. Là. Non, mais c'est le même phénomène Ah non, aussi. c'est complètement différent, à mon avis. D'accord. Moi, je ne crois pas, mais je crois pas. Mais il y a enfin, voilà, ça c'est le troisième phénomène pour moi qu'on a du mal à analyser, mais qui est quand même très frappant dans la révolution trumpienne. Et d'ailleurs, dans son discours de victoire, je termine là, dans son discours de victoire, il dit « Nous avons fait une coalition sans précédent », et il cite, justement, il met l'accent sur ces minorités. C'est vrai. Mais même sur les musulmans. C'est la première fois qu'on entend dire les musulmans, il dit les musulmans américains, etc. Je les connais bien, c'est ceux de Dearborn. C'est la première fois ils ont fait une campagne. Américains. Je sais comment ça s'est fait, la campagne auprès au Michigan des musulmans américains. C'est comme ça que Trump a gagné le Michigan et qu'il a gagné l'élection, en fait. Mais je les connais bien. Je veux dire, pour eux, c'est l'Amérique d'abord. C'est des gens c'est des musulmans américains. Dans leur esprit, moi, parce que j'ai beaucoup connu depuis longtemps. Non, parce que. Attends, oui, mais parce que à Dearborn, tu vois, ce sont majoritairement des gens qui sont réfugiés irakiens, des chiites irakiens. Oui. Oui. Il y a beaucoup de Libanais aussi. Il y a plein de Libanais. D'ailleurs, et alors maintenant, c'est vrai, dans l'entourage de Trump, cette fois-ci, a pris autour de lui. Alors, il n'y a pas beaucoup de Noirs, mais il y a beaucoup de Libanais. Oui, non, ça, c'est... Oui. Alors, attendez, parce que j'ai une question en face de moi. Il y a un genre de Libanais. Hein? Oui. Boulos, oui. Vous Je disiez t'en prie. qu'il n'y avait pas d'atlantisme. Mais moi, j'ai quand même l'impression que ce qui se passe avec Trump, c'est qu'il y a une sorte de... C'est des grands mots, mais nouvelle doctrine Monroe. En gros, le Canada, l'Europe... Ah oui, la doctrine Monroe, oui. Mais l'Europe dedans, avec l'Europe dedans. Et en gros, c'est une vassalisation technique au niveau des armes, au niveau financier. Alors, c'est pas, comment dire...
c'est pas une intégration, mais c'est juste on presse. Voilà, il y a les BRICS. Donc les BRICS, parce que ça c'est quand même le truc de base, c'est les BRICS. Il y a quelque chose qui en face est en train de se constituer. Sans doute, moi, enfin, bon. Ok, Personnel. d'accord, non, mais C'est personnel. Bon. Et, on se concentre sur nos alliés, qu'on écrabouille un peu plus, peut-être un peu plus fort. Je crois qu'on n'a pas besoin des Américains pour se faire écrabouiller, on s'écrabouille nous-mêmes. Ah oui, ça oui, bien sûr. Et les Américains en profitent, c'est tout. Non, mais à mon avis, ils n'ont pas, ils s'en foutent, bon, bien sûr. Voilà. On ne compte pas pour eux, on compte aussi, comme, bien sûr, voilà, des vassaux, c'est certain, oui, tu as raison là, des vassaux. Mais le point de vue européen, c'est ça, ou la vision du monde européenne, qu'on pourrait, si elle existe, n'a aucune influence sur la décision à Washington. Aucune. Au Congrès ou n'importe quoi, nulle part. Et ça, il y a longtemps, on s'est beaucoup illusionné là-dessus, qu'on avait possibilité d'influencer la politique américaine. Zéro. Nul. Ceci dit, il y a eu Non, mais là, je parle là de la diplomatie française et la diplomatie européenne en général. Ils ont cru qu'on allait se mettre bien, qu'on allait avoir... On a fait des diplomaties très actives, hein. Aux États-Unis, j'y étais moi-même, donc on a été très actifs. Hein. Vraiment, on était lobbyistes auprès des gouverneurs, des députés, des journalistes, tout ça. Il y avait un type qui avait été un diplomate de l'ambassade qui était chargé d'ailleurs, on a toujours eu, on a encore, je crois, un stagiaire, diplomate au Congrès. Non, on avait une politique vraiment très offensive, et dans certains cas, ça marchait, parce qu'il y a quand même, comme on l'a dit, tu l'as dit aussi, il y a des éléments quand même plutôt pro-européens. Il y a quand même la moitié de l'Amérique qui vote démocrate. C'est pas pour ça qu'ils sont pro-européens. Hein. Les démocrates, moi, je m'en méfie encore plus que des républicains. Bon, ils nous ont fait beaucoup plus de mauvais tours que les républicains. Les républicains, au contraire, quand par exemple, de Gaulle, hein, Nixon était vraiment, il admirait le général de Gaulle, et il voulait vraiment faire une politique réaliste avec lui. Bon, malheureusement, ça a duré que 6 mois. Mais Johnson et Kennedy, mais alors c'était impossible à vivre, la relation franco-américaine à l'époque. Non, la diplomatie française, et la diplomatie européenne en général, s'active beaucoup. Les Anglais, Dieu sait ce qu'ils font qui pourraient essayer de garder de l'influence, la relation privilégiée, soi-disant, qu'ils ont depuis l'indépendance, qui est complètement faux. Ils s'illusionnent, ils se sont longtemps illusionnés sur le fait que les Américains aimaient les Anglais, par exemple. Ils les détestent, et réciproquement d'ailleurs. On a l'idée que... On parle en général, hein, bien sûr, comme tu dis, il y a des atlantistes, il y a des... Oui, on va laisser passer. On parle de majorité et de responsables, on ne parle pas évidemment de la majorité des gens, évidemment. Mais la majorité des gens les Américains ignorent l'Europe. Ils savent pas, d'ailleurs, je crois que c'est encore valable, je crois qu'il n'y a que 10 ou 15% des Américains qui ont un passeport. Par exemple, l'élection... Sauf pour venir à Paris. Par exemple, sur l'élection annulée, je ne suis pas sûr, peut-être que je me trompe, hein, peut-être qu'il y a quelques années, le fait qu'il y ait une élection annulée, ça aurait fait l'affaire d'un dirigeant américain ou d'un vice-président. Où L'histoire de la Roumanie. Ah oui, bien sûr. Ah non, mais que les Américains en profitent, bien sûr. Si on était dans leurs bottes, on ferait la même chose. Hein. Bon, on l'a fait dans le passé, quand on était fort et puissant et empire. Bon, voilà. Merci. Peut-être pour faire le lien avec l'excellent article que vous avez signé dans la revue universelle, et notamment sur le post-libéralisme. Comment vous voyez cette entreprise de reconquête culturelle
engagée par le vice-président américain dans un pays où effectivement c'est pas les États-Unis qui cuisent le pain intellectuel de l'humanité, pour paraphraser les mots d'un pape. Comment cette entreprise et de reconquête intellectuelle, de reprise en main de la doxa, vous la voyez sur le long terme? Parce qu'une culture, c'est le résultat d'une sédimentation. Il faut du temps, il faut des entrepreneurs de civilisation pour reprendre le pouvoir au plan culturel. Est-ce qu'on peut durablement y croire à ce que cette matrice culturelle, elle va s'inverser aux États-Unis grâce à des acteurs comme Vance? Non, tu as raison. Ce qu'on voit actuellement, comme tu dis, les évolutions culturelles, en fait, sont sur la durée. Et c'est pourquoi j'ai dit que, par exemple, dans le changement qui est intervenu dans le mouvement évangélique, il s'est préparé il y a 25 ans, quand j'y étais là-bas. Et maintenant, il est arrivé à la surface, il a conquis des institutions, enfin, une partie des institutions. Y compris même des églises, parce que quand j'ai dit on reprendre le pouvoir au sein des universités, j'ai dit aussi au sein des églises, enfin au sein des communautés religieuses. Les évangéliques qui sont influents ou actifs aujourd'hui ne sont pas ceux qui l'étaient, ne sont pas les mêmes que ceux qui l'étaient avant, on va dire, il y a 20 ans. Les hiérarchies, y compris même au sein de l'Église catholique. Hein. Parce qu'en effet, c'est vrai que je n'ai pas mentionné ça, Vance, comme converti catholique, il a un peu... ça reste quand même un peu un handicap pour lui, mais l'Église catholique américaine, c'est beaucoup droitisé aussi. Hein. Peut-être comme un peu partout, justement à mesure qu'elle diminue, puis qu'elle devient un peu plus la proie de certaines minorités actives, d'activistes, ou des latinos, le catholicisme américain a évolué aussi. Moi j'avais fait un article pour études quand j'y étais, je crois qu'il y a l'Église américaine l'Église catholique aux États-Unis. Il y a peut-être, ça devait être à l'époque, il y a une vingtaine d'années, mais partie de ce qui était dit là-dedans n'est plus valable, sauf cette montée des latinos, par exemple. Bon. Mais c'est vrai que le courant représenté par Vance, on ne le voyait pas il y a 25 ans, pas du tout. C'est nouveau, ça, c'est nouveau. Alors, est-ce que, d'ailleurs, moi, je me demande, ce courant a beaucoup essayé d'influer à Rome, hein, et de faire aussi évoluer le pape, hein, même déjà depuis Jean-Paul II. Hein. Je me demande si, dans une période électorale où Vance deviendrait le dominant, comment il gérera cette approche catholique par rapport à quand même des courants évangéliques qui sont quand même très loin, hein, très très loin du catholicisme. Hein. Tel qu'on l'entend, peut-être que le catholicisme va encore... Mais même aux États-Unis, le catholicisme reste, aux États-Unis, a toujours été un peu une institution plus traditionnelle, plus ordonnée, plus romaine, hein, romaine et indépendante en même temps, hein, un genre de gallicanisme américain. Mais ce catholicisme, je veux dire, ça va pas du tout avec... alors, il y a des éléments charismatiques aussi, hein, au sein de l'Église catholique, hein, ça, bien sûr. Ça existe, hein, ça a même commencé un peu depuis longtemps, d'ailleurs. Mais je ne sais pas comment ça va se réconcilier, tu as raison, Vance et l'évolution des religions. Hein. Plus de questions, chers amis? Il y en a encore beaucoup. Une ultime.
Il me semble le Trumpisme ou la révolution trumpienne peut avoir un avantage dans la mesure où ils contrôlent la Cour constitutionnelle, ils ont nommé tout, elle est majoritairement conservatrice. D'un autre côté, ils peuvent avoir un point faible, ce sera l'économie, parce que je ne suis pas sûr qu'ils puissent avoir le temps de mener la révolution économique qu'ils préconisent. C'est ça, c'est vrai. Non, la révolution juridique, en effet, a été gagnée dès le premier mandat. Parce que là, il a eu la chance assez exceptionnelle et assez unique, je crois, dans l'histoire des présidents américains, de pouvoir nommer 3 juges de la Cour suprême, sur 9, quand même. Il ne faut pas oublier aussi, on en revient à la question précédente, que 6 juges de la Cour suprême sur 9 sont catholiques. Et ils sont recrutés, justement, dans un milieu catholique bien particulier, justement, parce que comme ils sont... Donc, en France, ça n'a pas été beaucoup représenté, c'est l'école du droit naturel, une école juridique catholique bien connue, enfin, donc, qui remonte, comme je l'ai montré, à Saint-Augustin, hein, qui se réclame de Saint-Augustin, et avec beaucoup de détours, bien entendu, mais il y a d'excellentes universités catholiques et facultés de droit catholiques aux États-Unis. Et ces gens-là, les 6, là, et les autres en Vienne. Moi, j'ai été, non seulement à Harvard, Harvard c'est un peu parti, c'est pas parti. J'ai suivi les cours de la faculté de droit, j'ai vu comment ça. C'est tout à fait différent hein, de nos facultés de droit en France. L'enseignement, la façon d'enseigner, de façon en général, dans les universités américaines, est tout à fait différente parce qu'elle est beaucoup plus participative et ça vient des étudiants beaucoup plus, etc. Et puis sur la base de lecture très orientée, etc. Bon, mais il y a les meilleures facultés, plusieurs des meilleures facultés de droit américaines sont dans les universités catholiques. Depuis longtemps, ça. Et là encore, c'est tout ça. Alors, et c'est là que, je ne sais plus qui, disait, est-ce que ça va... Est-ce que ça va durer? Parce que là, on a ce qui s'était préparé depuis 25 ans, que j'avais vu, moi, il y a 25 ans aux États-Unis. Mais maintenant, ce qu'il y aura dans les 10 ans à venir, c'est ce qui se prépare maintenant dans les universités. Et là, c'est tout à fait différent. C'est les 44% là, qui n'ont rien, qui n'ont aucune religion, aucun truc, et la génération Z, etc., américaine, qui va émerger, donc peut-être dans 10-15 ans, hein, dans une dizaine d'années, ouais, même pas. Hein. Et ça, ce sera plus le mouvement trumpien. Hein. Parce que quand j'ai parlé de l'avenir, je parlais aux élections de 2028, et donc jusqu'en 32. Mais au-delà de 32, je me prononce pas même au-delà de 2030, je ne me prononce pas du tout sur ce que va devenir les États-Unis. Moi, je vous parle seulement que dans les 5 ans à venir. Là. Nous restons sur cette incertitude. Merci Dominique. D'accord. Merci beaucoup. Ouais.